Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Francis? Ben oui, en pleine forme. Merci d'être ici avec moi, puis avec tout le monde qui nous écoute. Absolument. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci de ta belle invitation. Yes. Dis-nous un peu, c'est qui Anaïs? Oui, Anaïs, mais en fait, je m'appelle en entier Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. Donc, je fais du coaching, surtout pour les personnes qui veulent améliorer la qualité de leur relation, que ce soit couple, famille, amis au travail ou même, la plus importante, je dirais, relation avec soi-même. Donc, c'est un peu ça que je fais, Francis. Super intéressant. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. Exactement. En coaching. Exactement. On s'est connus en coaching pour des relations. Ouais, exact. Fait que c'était super intéressant. Puis comme tu amènes une belle valeur, ben, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir au podcast. Ben, je suis très contente. Oui, ça a été... ça fait longtemps qu'on avait prévu ça. Oui, c'est ça. qu'on a réussi à être là aujourd'hui Ben ouais, ensemble. fait que merci. Ça me fait plaisir. Puis qu'on commence ça assez rough, là. C'est quoi vas-y. les plus gros défis qu'on a en relation que tu vois chez tes clients-clientes? La communication. Je te dirais que le défi numéro 1, c'est la communication. Soit il y a une mauvaise communication, c'est-à-dire que ça va être une communication qui est défensive, qui va vraiment être sur le tu, c'est le tu-tu. Donc, on parle beaucoup de l'autre, on va faire des critiques ou des reproches à l'autre. Soit il y a un manque de communication. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont se parler très peu ou voire pas. Des fois, c'est même vraiment pas du tout. Et en fait, ça va faire qu'il va y avoir une accumulation de non-dits, des disputes qui se règlent pas. Donc, en gros, c'est ça les plus gros défis, je te dirais, c'est numéro 1, la communication. Puis comment t'amènes ça pour prendre conscience que c'est ça, mettons, si c'est ça ton problème à toi? Mais c'est de, en fait, prendre conscience. Premièrement, c'est le malaise. Est-ce que j'ai un malaise dans ma relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que je me sens pas épanouie? Ou, tu sais, au début, c'était le fun, on s'entendait bien. Puis finalement, après, je me sens moins bien. Genre, juste d'être en relation avec cette personne, c'est compliqué. Souvent, c'est ça que je vais entendre. Hey, c'est compliqué de se parler, on se comprend pas. OK, donc là, si tu entends hey, « on se comprend pas », j'arrive pas à lui dire les choses, j'arrive pas à lui faire comprendre mon point ou à comprendre son point de vue, c'est que il y a quelque chose avec la communication ou, tu sais, juste le malaise intérieur, tu sais, intuitivement, de sentir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas dans la relation. Puis c'est quoi les premières étapes que tu dirais à faire quand on sent ça? Moi, je dirais, c'est de prendre conscience que, OK, il y a quelque chose qui va pas dans ma relation, c'est quoi exactement? C'est juste de faire de l'introspection, juste de se poser la question, mais c'est quoi les irritants? Souvent, c'est ce que je vais dire en coaching, je vais dire, c'est quoi les grands irritants là dans ta relation? Puis, ben, c'est parce que, mettons, les enfants, l'éducation des enfants, on s'entend pas là-dessus, donc ça crée des chicanes, ou moi, je suis frustrée parce que ma conjointe, elle fait telle affaire, puis moi, je le fais pas, etc. Donc, c'est souvent de s'écouter. Puis après ça, d'identifier, avant même d'aller communiquer, il faut que tu comprennes ton monde intérieur. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu vis. Parce que sinon, tu arrives dans la communication, mais tu sais pas qu'est-ce que tu vis en soi. Donc, une fois que tu as compris ça, ben, tu peux mieux le verbaliser en parlant de toi et non pas de l'autre. Ça, c'est dur quand même. C'est très dur. Mais c'est très dur parce que comment on apprend la communication? On l'apprend au-tu. On n'apprend pas au jeu. Quand t'es enfant, on te dit pas « parle de toi ». Tes parents, ils parlent au-tu. « Hey, tu fais ça » ou « ça, c'est pas bon » ou « t'es comme ci, t'es comme ça ». On parle beaucoup des autres. On apprend à communiquer. Donc, il faut désapprendre. Il faut apprendre à communiquer au jeu. Et en plus, il y a comme des faux jeux. Tu sais, ben, je me sens comme ça parce que tu fais ça. Ça, c'est un faux jeu, là. Oui, mais j'ai parlé au jeu, Anaïs, non, mais c'est parce que tu es en train de dire que c'est l'autre qui te fait, tu sais, coupable de comment tu te sens. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer à se poser des questions sur soi. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens dans ma relation? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Mais c'est ça qui, je trouve, intéressant dans ton faux jeu. Parce que maintenant que tu dis « je me sens comme ça » quand tu fais ça. Est-ce que c'est un faux jeu? Oui, c'est un faux jeu parce qu'en gros, tu es en train de dire à la personne « mais si je me sens comme ça, c'est de ta faute ». Ouais, mais tu vois, c'est pas ça l'idée d'avoir une belle communication bienveillante. En fait, c'est pour ça que dans la CNV, la communication non violente, on va parler des faits.
Donc, des faits observables. C'est-à-dire que plutôt que de parler de l'autre, tu vas parler d'un fait, de qu'est-ce qui se passe, puis que les deux, on est d'accord que c'est vrai, c'est arrivé. Parce que sinon, il y a beaucoup d'interprétations qui rentrent en ligne de compte et on peut se mettre à rendre responsable l'autre de notre monde émotionnel. Puis, mais on est responsable de nos émotions. 100%. Ouais. Puis on peut-tu prendre un exemple, mettons, concret, juste pour comprendre? Ouais, parfait. Souvent, je vais donner l'exemple de s'il y a une personne, ton conjoint, tes enfants, peu importe, claque la porte. OK? Mettons, la personne, elle ferme fortement la porte. Ça, c'est un fait. Elle a fermé fortement la porte. Par contre, l'interprétation, c'est le sens que tu donnes à ça. Il y a des personnes qui vont se dire, OK, t'as fermé fortement la porte, ça veut dire que t'es fâché ou ça veut dire que tu me manques de respect. Ça, c'est de l'interprétation. Donc, l'idée, c'est de dire, quand la porte se ferme comme ça, donc ça, c'est un fait, quand la porte se ferme très fortement, je me sens pas respectée. Donc, je t'accuse pas, tu comprends, c'est de ta faute, tu me respectes pas. En fait, je te donne pas des intentions. C'est ça la nuance, c'est que je vais pas te porter des intentions que toi, tu manques de respect ou tu es méchant, tu veux me blesser, t'es injuste, t'es ci, t'es ça. Je fais pas ça. Je nomme vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans la situation et je nomme qu'est-ce que ça me fait sentir. Et ça, on sent moins attaqué. Tu vois la nuance? Mais c'est parce que dans mon esprit, puis je réalise en te parlant que c'est clairement, je devais faire ça des fois. Parce que dans ma tête, je me sens comme ça parce que tu as claqué la porte. J'ai l'impression que je dis mon émotion, tu sais. Mais en fait, en gros, c'est parce que tu as claqué la porte. Mais l'idée, c'est de pas tomber dans... C'est ta faute si je me sens comme ça. C'est pour ça que c'est délicat. C'est toujours d'utiliser des choses qui sont factuelles. C'est ça, quand tu dis quand la porte est claquée, ça veut pas dire c'est toi, là, une autre personne ferait ça ou n'importe qui. Ça me fait quelque chose. Exactement, ça me fait quelque chose parce que dans mon monde à moi, dans ma vision des choses à moi, ça veut dire égal manque de respect. Mais on s'entend qu'il y a des personnes là, qui n'en ont rien à faire. Je te donne l'exemple de arriver en retard. C'est un des plus grands exemples. Une personne qui va arriver en retard. Et il y en a un qui va dire « Hey, tu me manques de respect parce que je t'attends, parce que tu arrives en retard. » Et il y en a d'autres qui vont en avoir rien à faire, qui vont pas du tout ressentir un manque de respect, qui vont être super à l'aise avec ça. Parce que ça, c'est très subjectif. Et la communication, quand on mélange nos émotions, notre ressenti, c'est là qu'on tombe dans la défensive de « Mais là, tu me respectes pas, t'es arrivé en retard. » Mais l'autre personne, elle avait peut-être aucunement l'intention de te manquer de respect. Peut-être qu'elle a des grosses difficultés à arriver à l'heure parce qu'elle gère mal son temps, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Donc, c'est dans la communication d'éviter le maximum de responsabiliser l'autre de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et on a tendance à le faire. Puis je le dis, moi aussi, ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est humain. C'est humain de vouloir responsabiliser l'autre de qu'est-ce que ça me fait vivre. Par contre, ça n'amène pas une belle communication parce que l'autre se sent attaqué. Par exemple, si son intention, c'était pas de te manquer de respect, il va se défendre. Et là, ça amène que la communication, elle tourne en rond. Puis c'est ça qui arrive beaucoup aussi dans les relations. Un défi, c'est que il va y avoir les mêmes disputes qui vont revenir encore et encore et encore et encore. Parce qu'au final, on fait que être défensif, mais on règle pas le problème. Mais ça se règle-tu, ça, quand ça revient tout le temps? En fait, c'est d'aller au cœur. Tu sais, ce qui manque, c'est souvent ce que je dis en coaching, c'est « OK, mais avez-vous trouvé des solutions finalement? » Non, on a verbalisé qu'il y avait un problème. Ça, les gens sont bons. On est très bons pour dire, il y a un problème, là, dans la relation. Il y a telle affaire qui fonctionne pas. Parfait. Une fois que c'est dit, là, qu'on a mis sur la table qu'il y avait un problème, est-ce que tu es allé chercher des solutions? Et souvent, là, je te jure, la majorité du temps, les gens vont me dire, non, tiens, on n'est pas parti avec des solutions. Comment ça s'est fini, la conversation? On a dit qu'il y avait un problème. Comment tu veux que ça se règle? C'est comme, si tu énumères juste le problème, ça fait du bien en soi. On dit qu'il y a un problème. Mais si tu vas pas chercher une action pour régler le problème, il va revenir encore et encore. Puis là, on va dire, oui, mais ça fait 50 fois qu'on en parle de ce problème-là. C'est vrai. Mais est-ce que tu es allé après dans la suite de je mets une action en place pour que ça change? Et c'est ce petit bout-là qui fait une énorme différence. Puis selon toi, est-ce qu'on est mieux, justement, quand il y a quelque chose à dire, de le dire sur le moment? Ou d'attendre le moment opportun pour le dire? Ça dépend. Si t'es dans des émotions quand tu le dis, tu sais, mettons, là, tu te rends compte qu'il y a un problème, tu commences à sentir que toi, t'es en colère, c'est pas le bon moment.
Sinon, c'est ton émotion qui va se mettre à parler. Donc, si c'est ton émotion qui commence à se mettre à parler, que tu es en colère, en général, ça va devenir défensif. Ouais. Si tu es capable de te ramener parce que tu as une bonne intelligence émotionnelle, puis là, tu sens, oh, OK, tu es capable de dire à ta conjointe ou à un ami ou peu importe, hey, ça me rend en colère, là, ce qui se passe en ce moment, et que ça t'aide, puis que tu es capable d'avoir une belle communication quand même, c'est OK, il n'y a pas de problème, tu peux régler ça tout de suite. Mais si là, tu vois que tu as envie de te parler au-dessus, tu as envie de lui montrer là, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il y a un problème, puis que tu veux que ça change, OK, va prendre un petit bol d'air frais. Reviens après un moment important. Le plus important, je te dirais, c'est pas forcément de le régler tout de suite, puis tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui veulent absolument régler tout de suite. Il faut qu'on règle, il faut que ça se règle maintenant. Et t'as ceux qui est comme, j'ai besoin d'un temps calme, j'ai besoin de réfléchir. Puis étrangement, les deux se mettent bien ensemble. Oui, souvent, c'est ça. Souvent, ils se mettent ensemble. Puis là, il y en a un qui se sent comme oppressé, donc ça augmente les choses. L'important, c'est pas prendre un 5 minutes ou pas prendre un 5 minutes, c'est de régler le problème. C'est que si tu dis, je prends un 5 minutes, à 1 heure, OK, mais reviens après, discuter de ce qui s'est passé. Et ça, il y a plusieurs personnes qui le font pas, qui disent, ah, c'est bon, on n'est plus en chicane. Parce que tes émotions ont baissé, tu sens que c'est correct. Exactement, tu dis, les émotions ont baissé, on commence à se reparler un peu de l'épicerie, des choses comme ça, puis finalement, ça fait qu'on règle pas le problème. Puis l'épisode va revenir. Sauf que là, il y a une récidive, alors là, on est encore un peu plus irrité, un peu plus. En fait, t'es en train de remplir ton vase. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à régler au fur et à mesure, parce que plus t'apprends à vider ton vase, puis encore une fois, c'est pas d'avoir une communication parfaite, c'est d'essayer de faire attention, de vouloir avoir l'intention positive de dire, OK, je veux être responsable. Mais tu vas vider ton vase, ce qui fait que même s'il se passe quelque chose dans la relation, tu vas pas déborder tout de suite. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec les années, tu pourrais déborder comme ça, là, hyper rapidement. Donc, oui, c'est ça, ça peut aller vite. Ouais. Ça peut aller vite. Puis quand tu parlais des deux types de personnes, qu'il y en a un qui veut parler tout de suite, l'autre veut attendre. Oui. Comment tu gères ça dans le sens que si tu penses à toi et ou à l'autre, tu vas faire ce que l'autre veut pour le respecter, mais en même temps, toi, il faut que tu te respectes aussi dans ce que tu as besoin. Ça, et c'est un bon point que tu amènes, c'est parce que souvent dans les relations, il y en a un qui va répondre à son besoin et l'autre qui va nier son besoin. Donc, c'est sûr que ça crée un décalage. L'idée, c'est pas de faire ça, c'est de faire répondre à mon besoin et au tien. Donc, les deux, besoin plus besoin. Et en fait, comment on fait ça? Par exemple, la personne qui a besoin que ça se règle tout de suite, probablement, c'est parce que elle se sent vraiment mal, puis elle veut régler les choses pour que ça revienne en état d'équilibre, la relation, par exemple. Donc là, c'est OK, j'accepte que tu prennes un 5 minutes. Par contre, c'est important pour moi. Mon besoin, c'est qu'on règle la situation. Donc là, en gros, tu respectes le temps de l'autre, mais en même temps, tu te respectes toi parce que tu nommes que tu veux régler. Mais là, après ça, c'est quoi qui se passe? Dans le sens, il y en a un ou l'autre. Si tu prends ton 5 minutes tout de suite, l'autre sera pas tout à fait à l'aise. Puis si t'attends, en fait, l'idée, c'est déjà d'en parler avant, pas pendant. Donc, de mettre en place un plan de match avant. OK, est-ce que t'es à l'aise avec le fait que moi, c'est un besoin important pour pouvoir me calmer, pour pouvoir me recentrer, d'avoir mon 5 minutes pour moi? OK, parfait. Et ensuite, on va régler la situation. Mais il faut se rejoindre, tu comprends? Sinon, la personne, elle respecte pas le 5 minutes de l'autre, donc elle répond juste à son besoin. Donc, ce qui est important, c'est voir qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est de régler la situation ou que ça se fasse tout de suite? Hein? OK, je trouve ça intéressant parce que je l'entends souvent. Puis moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup comme ça, de gars, je suis capable d'en prendre. Fait que dis-moi qu'est-ce que tu veux, puis on va faire ça, tu sais. Oui, mais je sais que c'est pas nécessairement bon, parce que là, plus tu fais ça, plus tu dis, voyons, tu sais, moi aussi, je suis important là-dedans. Exactement. T'sais. Et toi, ça se peut que t'aies un long vase. Oui, c'est ça. Un gros vase. Donc, ton gros vase, là, il met du temps à se remplir par rapport à d'autres personnes. Mais ça reste que tu nies tes besoins. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, moi, ce qui est important, c'est que on règle la situation, qu'on en parle ou qu'on retrouve un état d'équilibre. Parfait. On va le faire. Donc, l'autre s'engage à dire, très bien, je vais me calmer, puis ensuite, on va se parler. Je te le dis, là, je m'engage à régler la situation.
Et ça devrait apaiser si tu as trouvé le bon besoin. Là, si la personne... Je trouve ça bon que tu dis, c'est d'en parler avant que la situation arrive, parce que là, il est trop tard. Non, souvent, c'est ça que je dis aux personnes, c'est trouvez-vous votre code à vous, votre moyen à vous quand vous tombez dans la défensive de soit se dire, hey là, on prend un temps de pause, là, on est en train de parler au-dessus, ou il y en a un des deux qui arrive mieux à se gérer selon la situation, ben, il aide l'autre en disant, regarde, là, je vois que tu vis des émotions, j'observe, je dis pas t'es en colère, je dis pas t'es triste, je dis j'observe que tu vis des émotions, ça serait pas un bon moment, tu sais, pour prendre l'air, ou même des fois, juste ensemble, de décider d'aller marcher dans la belle forêt, comme ça, juste de s'habiller, mettre ses chaussures, ça brise le rythme. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ouais, de faire différemment. Puis j'avais lu dans le livre de Dan Hardy, L'effet cumulé, qui proposait de faire une rencontre par semaine avec conjoint-conjointe pour justement être capable d'évaluer la semaine, qu'est-ce qui a bien été, moins bien. J'en parle dans mes coachings, je leur dis justement ce que j'ai lu dans le livre puis que j'adore son idée parce que c'est comme un genre d'entretien du couple. Ouais, ça t'encourage à prendre le temps en relation, puis des fois dans la vie, quand on a des enfants, quand on a du travail, quand on est fatigué, peu importe, on met un peu de côté le couple, tandis que si on se dit à chaque 2 semaines, 3 semaines, peu importe la récurrence, hey, on prend du temps pour nous, pour se parler, pour savoir comment ça va la relation, c'est ultra sain. Puis moi, parce que je l'ai fait, ben je le fais encore, mais avant d'avoir des enfants, je le faisais religieusement toutes les semaines. J'ai eu des enfants, là, puis il y a eu une couple de mois qu'on faisait plus. Puis là, on le fait de temps en temps, tu sais, mettons, des fois c'est aux 2 semaines, des fois c'est une fois par mois, parce que, bon, c'est ça, avoir un petit bébé, des fois c'est demandant. Ce qui compte, c'est de le faire, c'est de garder, même si c'est pas comme religieusement. Ouais, c'est ça, Ce qui compte, c'est quand même de garder, de se dire, OK, une fois par 3 semaines, une fois par mois, on prend du temps pour le couple. Et c'est ça qui va faire la différence. Puis ce que j'ai bien aimé de ça, la grosse différence, c'est que les 2 personnes s'attendent à avoir une discussion sur des enjeux ou des choses à discuter un et l'autre. Fait que t'es prête à dire, bon, moi, je vais parler, l'autre va parler, on va échanger. On dirait qu'avoir 2 personnes à être prêtes à faire ça, ça change complètement la discussion. Ouais, et puis dans l'ouverture, dans l'écoute, comme tu dis, c'est tellement important, l'écoute, d'apprendre à écouter plutôt que de se défendre, plutôt que d'aller chercher ses arguments en disant, OK, là, je suis prêt, là, je vais t'envoyer des arguments, tu peux comprendre. Non, là, t'es dans l'ego. Plutôt que d'être, wow, j'écoute vraiment ce que la personne en face de moi me dit, puis ça aide, c'est ça fait du bien, on se sent aimé, on se sent reconnu, on se sent valorisé dans ce qu'on dit, etc. Donc, c'est génial. C'est vraiment un bon truc, ça, moi, j'adore. Ben, yes. Puis, tu parlais tantôt que une des choses les plus cruciales à faire, c'est de prendre action. De faire quelque chose. Mais comment tu décides cette fameuse action-là à faire? Mais en fait, souvent, moi, je donne un genre de petit exercice d'introspection. C'est note, c'est quoi l'irritant? OK? Par exemple, de manière défensive, là, c'est OK, genre, il fait ça, elle fait ça. Parfait. C'est quoi que tu aurais besoin, en fait? Parce que derrière quelque chose qui vient nous frustrer, nous irriter ou amener une chicane, il y a un besoin qui est non répondu. Donc, c'est de comprendre c'est quoi ton besoin. Hey, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être valorisé, j'ai besoin d'être entendu, etc. Puis après, ça va être comment je fais pour répondre à mon besoin? C'est quoi l'action pour répondre à mon besoin? Soit en faisant une demande à l'autre, en lui demandant quelque chose. S'il accepte, cool. S'il accepte pas, c'est comment moi, maintenant, je peux prendre en charge mon besoin. Et là, ça fait en sorte que tu es dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je me questionne pareil. Est-ce que, parce que je vais prendre un exemple de moi. Nous autres, moi pis ma blonde, là, c'était, tu sais, les fameux ménages, les tâches ménagères, là, que bon, à chaque fois, c'est ça, c'est, hey, ouais, fais ci, fais plus de ça, moins de ça. Moi, je voulais engager quelqu'un qui vient de faire le ménage une fois par semaine puis qui fait de la bouffe. Puis là, finalement, j'ai engagé ma mère parce que elle s'est proposée, fait que j'étais bien content. Est-ce que tu déplaces le problème en ayant cette solution-là ou c'est une vraie solution? Non, c'est une vraie solution. En fait, ce qui compte, c'est quand on trouve une solution que les deux, quand on se pose la question, est-ce que tu te sens bien avec ça? Est-ce que tu te sens bien avec cette solution? Ouais, ça me plairait. Ouais, vraiment, ça m'aiderait s'il y avait quelqu'un qui nous aide à la maison. Parfait, moi aussi, je me sens bien avec ça.
Mais c'est du gagnant-gagnant. OK. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de pas faire de l'évitement, mais par contre, c'est une belle solution si tu peux avoir quelqu'un qui t'aide à la maison puis que toi, après, ça diminue la frustration sur les tâches ménagères. C'est parfait. Mais il est où la transition entre l'évitement puis la solution? C'est une bonne question. Je te dirais, c'est de l'essayer. Puis si tu vois qu'il y a encore de la frustration qui revient, ça veut dire qu'on n'était pas dans le bon besoin. Ouais. Tu sais, si, mettons, tu prends quelqu'un qui t'aide à faire le ménage, puis que ça fonctionne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, tiens, on se rechicane à nouveau sur les tâches ménagères. Ben, ça va être qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi le vrai problème en Ouais, c'est arrière? ça. Le vrai problème n'a pas été résolu. Non, en fait, c'est ça. Ça veut dire que là, on a fait une tentative où on pensait que c'était la bonne solution. On l'a essayé, ça fonctionne pas, parfait, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'en reparle. Puis là, c'est de recommencer nos processus. Donc, de recommencer ce processus, parfait, mais en gros, c'est quoi le vrai problème dans le ménage? Qu'est-ce qui se passe chez toi qui t'amène de la frustration? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette émotion-là? C'est quoi le besoin qui est pas répondu? Puis peut-être ce serait, je sais pas, des fois ça va être ah oui, mais on a plus de temps ensemble, de temps de qualité, ou oui, mais financièrement, ça nous pose un problème, finalement je suis pas à l'aise avec ça financièrement, etc. Bon, ben alors ça veut dire que c'est plus important pour toi qu'on mette les finances en priorité. Alors ça veut dire qu'on va assumer, on va accepter qu'on va mettre plus de temps dans le ménage, tu comprends? Voilà. Ou on trouve une autre solution. Ouais, puis mais aussi, là, l'un des pièges, je te dirais, c'est de vouloir absolument, ça je le vois beaucoup dans les couples, l'égalité. On veut que ce soit pareil. Les tâches, pareil. Il faut que ça soit du 1 pour 1. Non, c'est l'équité qu'on va chercher. Ouais, c'est ça. Puis, je suis pas mal sûr que c'était avec toi que j'avais... Ça, oui. Ça que je t'avais dit que moi, j'avais fait ça. J'avais fait une liste parce que moi, je disais, je fais autant de choses que ma blonde. Oui. Puis là, les deux, on s'ostinaient là-dessus. Oui. Je dis, ben, gars, facile, on va faire une liste. Ouais. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Au bout de la ligne, en heure, c'était pas mal équivalent. Ouais. Dis, bon, ben, gars, arrêtons de chialer. On fait autant la même affaire. Ça a fonctionné de le mettre Non. sur papier? Non, mettons temporairement, là. Ouais. Mais après ça, une des deux personnes a quand même ce sentiment-là. Donc, c'est de comprendre c'est quoi qui ferait sentir plus d'équité, en fait. C'est quoi, encore une fois, C'est ça veut dire, ça. vous avez essayé quelque chose, c'est super. Vous l'avez mis, des fois, ça suffit. Des fois, de le mettre sur papier, on se dit, ah, j'avais pas réalisé que ma conjointe ou mon conjoint faisait autant de choses, j'avais pas vu. Ça règle le problème. Des fois, c'est, OK, ça marche un temps, mais ça marche pas. Ça veut dire qu'on n'est pas encore touché le cœur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui vient chercher. Elle est où la frustration dans les tâches, là? C'est quoi, en fait, qui est vraiment important? Ouais. Puis ça m'amène à la charge mentale. Oui. la fameuse charge mentale. La fameuse charge mentale, oui. Serais-tu capable d'expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que tu as une charge mentale ou non? Ben, en fait, dans le couple, la charge mentale, c'est vraiment inconsciemment, je dirais, de laisser à l'autre prendre en charge beaucoup de tâches. Souvent, on va voir ça, je veux pas généraliser, mais souvent, ça va être les femmes. On va voir ça pour, OK, je dois gérer l'école, je dois gérer le médecin, je dois gérer les rendez-vous à tel endroit, je dois gérer. Et c'est comme un sous-entendu, le conjoint laisse un peu ça à l'autre, cette responsabilité à l'autre, parce qu'il n'y a peut-être pas eu de discussion claire qui a été faite là-dessus, ou ça a été clair, mais finalement, ça n'a rien changé. Puis là, ça fait que tu dois tellement penser à autre chose que ça te brûle tellement d'énergie qu'au bout d'un moment, t'es pas bien, là. T'es comme, tu te sens mal, puis c'est ça un petit peu la charge mentale. Mais sais-tu, je me pose tout le temps la question, mais je sais pas si t'es capable de répondre à ça, là. Sais-tu l'individu qui se crée une charge mentale ou c'est vraiment quelque chose... En fait, comment le cerveau il fonctionne, c'est que tant qu'une tâche elle n'est pas accomplie, il va t'envoyer des pop-up comme ton ordinateur ou ton téléphone. Ça, il t'envoie un rappel. Hey, au fait, il faut que tu fasses telle affaire. Donc, en gros, mettons, si j'ai pas pris le rendez-vous chez le dentiste, tant que je m'en occupe pas, je sais que j'ai ça à faire, tant que je m'en occupe pas, ça va faire du bruit mental. Ça va m'envoyer constamment un pop-up. S'il n'est pas écrit. Si, en écrivant, ça peut soulager ça. En le planifiant, c'est-à-dire, lundi matin, j'appelle mon dentiste, c'est écrit, je le fais, c'est bon, tu sais, ça va soulager mon mental. Mais je dirais que dans les couples, c'est
vraiment ce côté qu'il y en a un qui va prendre en charge plus que l'autre ce genre de rendez-vous, de tâches, d'aller OK, des affaires comme ça. Et oui, ça crée une charge mentale. Mais pourquoi? Parce que, mettons, je vais prendre en affaires, parce que là, en relation, je veux juste qu'on comprenne l'exemple. Un même poste. Oui. Il y en a un qui va avoir une énorme charge mentale, puis l'autre beaucoup moins, mais ils ont le même poste, ils font la même chose. As-tu un exemple concret ou c'est quelque chose que tu penses... Non, c'est parce que j'avais parlé à une psychologue qui faisait était spécialiste en charge mentale au travail. Puis c'est elle qui me disait ça, que tu prends, mettons, un VP d'une compagnie finance, puis d'une autre compagnie, un VP finance, qui font pratiquement les mêmes tâches, les mêmes affaires. Il y en a un que pour lui, ben gars, il roule ses affaires, puis oui, il y a une pression, entre guillemets, qui va avec ça. Puis l'autre, il est comme, j'en ai tellement, c'est débile, puis là, faut que je pense à tout. Alors là, c'est une question de perception. Alors là, c'est une question aussi de... Il y a des gens qui se sentent rapidement submergés par les tâches, tu sais, qui sont rapidement, il y a quelques tâches, puis ils vont se sentir anxieux, puis ils vont dire, ouh là là, ils voient d'un coup comme une montagne. Ça, c'est un type de personnalité. Puis t'as d'autres personnes qui ont l'habitude de rouler à la pression comme ça, d'avoir des tâches constamment, puis limite, ça donne comme un genre d'adrénaline, je suis constamment dans l'action, etc. Donc ça peut dépendre de comment toi, tu fonctionnes avec la pression, avec les tâches, ou est-ce que tu es structuré, est-ce que tu sais que tu règles tes tâches, puis ça avance, ou est-ce que rapidement, tu perds un peu le pied parce que tu vois que tu as des tâches, puis là, tu paniques, puis tu es anxieux, puis... Ça revient un peu à ce que tu disais dans l'équité. En fait, c'est plus ça. De dire l'autre a pas la capacité, ben j'aime pas le mot, là, mais l'autre ressent une pression plus vite. Oui. Toi, non. Et si tu le sais, là, que l'autre ressent une pression plus vite et rapidement, peut-être que ça va être à toi de gérer un peu plus de tâches. Parce qu'on y va avec ses forces, tu comprends? C'est-à-dire que si toi, ta force, c'est de gérer, puis que ça te gêne, tu sais, ça te gêne pas, t'es super à l'aise à gérer des tâches, puis ça roule tout seul, t'es pas trop anxieux. OK, mais c'est peut-être à toi de faire ce genre d'affaires-là et l'autre va faire autre chose, tu comprends? Là où elle a ses forces. J'aime ça. C'est pour ça que c'est encore dans l'équité. Parce que, tu sais, là, on vient de passer Pâques, là, en fin de semaine. Fait que, théoriquement, ma blonde organisait, elle voulait faire une chasse. Puis là, j'ai senti que ça la stressait. J'ai dit, je vais faire la chasse. Moi, j'ai zéro stress. Puis d'ailleurs, ouais, tu vas faire ça. Je suis comme, oui, mais tu sais, moi, ça... Ben, c'était rien, entre guillemets, pour moi. C'est de travailler en équipe, ce que tu dis. C'est ça que j'aime. C'est vraiment de travailler en équipe, de dire, OK, toi, c'est stressant pour toi de gérer Pâques, de gérer les rendez-vous, faire telle affaire. OK, ben je vais le prendre parce que moi, je suis bien avec ça. Parfait, tout le monde est content. Tandis que si c'est juste subtilement, il y en a un qui fait tout parce que ça s'est un peu défini comme ça naturellement, parce qu'il y a quelqu'un qui aime me prendre en charge, même s'il est stressé, il aime me prendre en charge. Et que ça a toujours été comme ça parce qu'on n'a jamais remis en question ça. Bon, ben, à un moment donné, c'est ça. Ça se fait qu'il faut discuter encore une fois. Puis c'est ça, je trouve intéressant parce qu'encore dans mon exemple, elle, mettons, tout ce qui est santé, elle est vraiment, tu sais, les rendez-vous puis tout ça, c'est bien important. Tout ce qui est les vaccins puis tout ça. Moi, oui, mais... plus ou moins des fois, là, tu sais, fait qu'elle apprend ce côté-là. On y trouve son compte. Ouais, c'est ça, exactement. C'est de vraiment, si elle, ça la sécurise, elle prend ses rendez-vous, elle sait que les vaccins, c'est à telle date, etc., puis que ça, c'est le fun pour elle d'avoir le contrôle là-dessus, ben, c'est parfait. Il y a pas de problème. C'est surtout quand ça devient désagréable pour un des deux partenaires ou que il y a une communication qui se fait en disant, j'ai besoin de ton aide pour telle affaire, puis que finalement, il n'y a rien qui change, on continue subtilement à laisser l'autre. Des fois, je le vois dans des couples, il y en a un qui va, ou une, qui va avoir l'habitude que l'autre le fasse, tu sais. Avoir l'habitude que l'autre, au bout d'un moment, prend en charge la situation, même si ça lui convient pas. Ben, naturellement, inconsciemment, bien sûr, va laisser comme l'autre prendre en charge. Ou des fois, ça peut tellement être subtil. Des fois, il y a des gens qui laissent l'autre prendre en charge plus de choses parce qu'ils sont insécures. Parce que prendre des décisions, c'est pas facile, etc. Parce que la personne qui prend en charge, qui gère les tâches, elle doit prendre des décisions aussi, tu sais. Ben oui. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça du tout, là. Donc, des fois, c'est ça aussi. Puis comment tu fais pour gérer le... Tu sais, quand tu... Mettons, je sais pas, je m'occupe de la fête d'un enfant, mettons. Puis là, je dis, bon, Anaïs, c'est toi qui s'en occupe. Ouais. Comment je gère? Moi, j'avais des attentes dans mon esprit.
Ouais. Mais là, il faut que je lâche prise ces attentes-là si je t'ai donne. En fait, c'est très bon ce que tu as fait. Effectivement, il y en a un qui va apprendre à prendre des décisions, à gérer une situation, mettons la fête d'un enfant. Donc, il va faire à sa manière, là, c'est sûr. Et l'autre, c'est d'apprendre à lâcher prise. Parce que si tu as des attentes ou que tu dis, moi, je veux que tu le fasses, je veux que tu prennes en charge la fête d'anniversaire, mais comme moi, je le ferais. Ça marche pas, là. Ça met de la pression sur l'autre encore plus, sachant je peux pas le faire comme toi. Je ne suis pas toi. Donc, effectivement, c'est de lâcher prise. Soit tu acceptes de le faire toi, puis tu acceptes la charge qui vient avec. Soit tu acceptes que tu veux pas la charge, mais tu acceptes que ce soit pas fait à ta manière. Mais ça, ça se dit bien. Mais comment ça se vit? De dire, je lâche prise sur ce que moi, je m'attendais, puis je le laisse faire à l'autre en confiance que ce sera la meilleure chose à faire. Ben, en fait, c'est de travailler sur soi, de travailler sur qu'est-ce que je contrôle, de prendre la décision en accord, en étant en accord avec ça. Puis aussi de plutôt se focaliser sur, souvent on a tendance à faire ça les êtres humains, on se focalise sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qui nous convient pas, sur ce qui est pas fait à notre manière. Donc on va se concentrer sur le négatif en fait. Moi je dirais, à la place de ça, concentre-toi sur le positif de ce que ton conjoint ou ta conjointe a fait de bon. Hey, wow! Grâce à ça, j'ai gagné du temps, j'ai pu faire telle affaire, il a réussi telle affaire, elle a fait telle chose, j'aurais pas fait ça parce que moi je suis différent, mais genre les enfants, ils ont eu du plaisir. Donc plutôt de te concentrer sur ce que t'aimes pas, apprends à regarder qu'est-ce qui était bon puis qu'est-ce qui était wow, tu sais. Ouais, parce que clairement, il y en a. Mais oui. C'est sûr. Il y en a parce que en plus, même justement, c'est positif que ce soit pas toujours fait à notre manière. Surtout quand on est parent, tu sais, puis qu'on a des enfants à faire des anniversaires et tout, ben si on fait tout le temps à notre manière, notre enfant, il va juste voir un modèle. Tandis que si on laisse notre conjoint ou notre conjointe faire aussi des choses, l'enfant a l'opportunité d'avoir de la proximité avec son autre parent, qui gère moins, tu sais, par exemple, et de voir d'autres formes d'être. Donc ça, c'est encore plus, je trouve, global. Ça permet vraiment de voir un autre modèle d'être humain, en fait, tout simplement, de comment on peut réagir dans telle situation, comment on peut organiser une fête. Puis souvent, c'est le fun parce que, mettons, s'il y en a un des deux qui est un peu plus funky, ben, il va y avoir à la fête un peu plus de trucs colorés, etc. L'autre qui est un peu différent, il va amener de la douceur, il va amener d'autres affaires. Donc, c'est merveilleux, je trouve. C'est encore plus enrichissant, en fait. Puis, t'abordes ça comment si la situation... tu sais, mettons, la personne qui a délégué, finalement, elle dit, ben là, tu sais, il se passe quoi? Puis, je pensais ci, je pensais ça. Comment ne pas dire ça au-dessus? Oui, ben déjà, c'est bon parce qu'il y en a un qui doit apprendre à s'affirmer en restant au jeu, apprendre à réitérer que c'est moi qui suis en charge. Là. Je m'en occupe. Ouais. C'est moi qui m'en occupe. Donc, déjà, juste de reposer les bases en disant, regarde, je comprends que de ton côté, là, t'aurais voulu, donc on donne de l'importance à ce que l'autre vit aussi. Je comprends que de ton côté, t'aurais voulu que ça se passe comme ça. Par contre, aujourd'hui, c'est moi qui gère l'anniversaire. L'année prochaine, si tu veux, tu pourras le gérer, puis ça sera fait de cette manière-là. Donc, tu sais, tu peux t'affirmer sans que ça soit brusque, sans que ça soit genre, ben là, c'est moi là, qui gère la situation, c'est quoi, mets toutes tes affaires. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'exprimer, je comprends. T'aurais voulu que ça se passe différemment, mais aujourd'hui, ça va se passer comme moi. Puis c'est tout. Ouais, mais j'aime ce que tu rajoutes. Parce que c'est pas juste je comprends ce que tu vis. Là, exactement. C'est moi. Ça aussi, c'est important. Je comprends, t'as le droit de vouloir que ça soit fait d'une autre manière. Par contre, on était d'accord sur le fait que je gère la situation et en gros, ce que tu veux, c'est que l'autre personne te laisse aussi la liberté de le gérer parce que sinon, tu fais de l'ingérence. Oui, c'est pas le fun pour personne. C'est comme si tu travailles... j'aime bien parce que tu fais plusieurs parallèles avec l'entreprise. Puis c'est vrai qu'un couple, c'est aussi comme une forme d'entreprise. Clairement. Et si tu as un des deux actionnaires ou peu importe... qui comme tout le temps en train de dire ouais mais tu devrais faire comme si t'as pas fait ça comme ça et l'autre il se sent dévalorisé puis ça diminue son importance puis finalement ça crée des tensions, ça amène pas au point commun, à l'objectif commun qu'on veut dans la relation ou pour nos enfants, tu vois. C'est ça. Puis ça va m'amener à mon prochain point. Vas-y, je t'écoute. Qui est, moi personnellement j'entends souvent ça, que ce soit homme ou femme, il y a une personne dans le couple
qui a plus besoin d'être écouté, puis l'autre a plus besoin de donner des solutions. Oui, alors ça, c'est vrai, j'observe ça beaucoup, moi aussi, dans mes coachings. Ben, en fait, souvent, on va dire que c'est les hommes qui ont besoin d'apporter des solutions, mais il y a quand même des femmes aussi qui sont comme ça. J'en ai connu quand même des femmes. Et des femmes qui ont besoin d'être écoutées, mais il y a aussi des hommes qui ont besoin d'être écoutés. Mais c'est pareil ici, il y a 2 choses qui se passent. La personne qui veut apporter beaucoup de solutions rapidement, souvent c'est ça, c'est que c'est trop rapide ou c'est non sollicité. C'est-à-dire que l'autre n'a jamais rien demandé, il veut pas de tes solutions, il commence à aborder un problème, puis toi t'arrives avec toute une panoplie de solutions, alors qu'il t'a rien demandé. Déjà, la première chose à faire attention, c'est ça. Est-ce que lui ou elle m'a demandé une solution? Parce que si elle t'a pas demandé de solution ou quoi que ce soit, je compare ça beaucoup à, c'est comme si tu rentrais chez quelqu'un sans frapper à la porte, tu ouvres la porte, tu dis hey, au fait wow, salut. Je me sens un petit peu agressée là, tu vois. Oh ouais, ok. Ça c'est la première chose. Donc la première chose c'est de ok, est-ce qu'elle m'a demandé des conseils là? Tu sais, quand t'as envie là, quand t'es sur le bord avec ta liste de solutions, c'est de vraiment te poser la question, est-ce qu'elle en veut de mes solutions? Sinon elle va les rejeter tes solutions. Et après, c'est de voir qu'est-ce que ça me fait vivre. Parce que la personne qui veut amener plusieurs solutions à l'autre, souvent, c'est parce qu'elle vit l'impuissance. Et elle est pas bien avec ça. Elle veut que la personne qu'elle aime, elle se sente bien, puis qu'elle ait plus ce problème-là. Donc là, elle se dit, ben moi, je vais lui apporter plein de solutions, puis ça va régler le problème. Puis des fois, ça peut être ça. Des fois, ça peut être aussi une personne qui se sent valorisée parce qu'elle amène des solutions. Donc l'autre, ah merci, tu m'as aidé, ça me fait du bien. Donc elle se sent aimée par ça. Donc tu sais, il y a toujours une bonne intention en arrière de tout ça, en arrière de vouloir donner des solutions. C'est juste, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai demandé à l'autre? Parce que si tu demandes et que la personne te dit oui, ben elle va être ouverte à t'écouter. Puis si elle te dit non, ben tu sais que c'est pas le bon moment. Donc ça peut être un problème. La personne qui a besoin d'être écoutée, et puis ça je le dis tellement souvent, c'est que des fois on éviterait plein de problèmes juste en écoutant l'autre. En faisant rien, juste, en fait, on a la sensation de rien faire, mais en fait, on fait beaucoup. Ben oui. On fait beaucoup parce que la personne, elle vit quelque chose, ça lui donne de l'espace, de la place pour le verbaliser, elle se sent entendue, donc elle se sent, elle aussi, aimée par l'autre. Puis juste en faisant ça, des fois, ça règle. Ah oui, ok, j'ai pensé à mes solutions, ça l'aide à trouver ses propres solutions. Problème réglé. Ouais. Puis ça a été plus vite que si l'autre personne avait amené une solution. Ça a été plus vite parce qu'en plus, l'autre personne amène des solutions, mais ce serait les siennes, en fait. Ce serait ses solutions à elle qui fonctionneraient pour elle, mais c'est pas parce que Francis, ça fonctionne pour toi que ça va fonctionner pour ta conjointe. Elle va peut-être avoir besoin d'une autre solution. Ouais, c'est ça. À son image à elle, mettons. Donc c'est ça, des fois, on est comme, ben là, et souvent, ça, on le voit tout de suite quand l'autre se met à dire, ben là, tu m'écoutes pas ou... Ouais. Oui, ok, je comprends, mais l'autre vit une irritation assez rapide. Assez rapide. Hein? Surtout si tu le fais souvent dans la relation. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il y en a un qui est plus dans le sauveur à vouloir, qui vit de l'impuissance. Donc, je dirais à la personne qui donne beaucoup de solutions de pas arrêter de cette personne-là, mais simplement de poser la question, est-ce que tu es prêt à entendre mes solutions? Est-ce que, tu sais, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment pour parler? C'est pareil. Est-ce que c'est un bon moment pour donner mes solutions? Oui, non. Et de gérer son impuissance, le dire, le verbaliser, puis de voir en dedans de soi, qu'est-ce que ça me fait vivre, là? Pourquoi j'ai envie de lui donner autant de solutions? Je passe quoi chez moi, en fait? Ouais, puis ça aussi, c'est une affaire que tu m'avais amené, l'impuissance, que j'ai trouvé vraiment hot parce que j'avais jamais mis le doigt sur... Tu sais, sauveur, je savais, mais j'ai dit, c'est quoi que ça me fait vivre quand je suis sauveur? Puis c'était direct ça, de l'impuissance. Puis on dirait que c'est vraiment fort quand que tu... t'éloignes de ça, parce que moi, dans mon esprit, je me disais, oui, mais je veux aider la personne, donc je veux son bien, donc tout est bon quand je fais ça, tu sais, mais je savais très bien que c'était pas bon, mais en sachant que c'est de l'impuissance, ben là, je me disais juste ça, là, je suis impuissant, je peux rien faire. Non, je peux rien faire, c'est pas en mon pouvoir, c'est à la personne de régler la situation. Et il y a vraiment, c'est très confondu, puis moi-même avant, je le confondais aussi, parce que moi, j'étais une grande sauveuse. C'est très confondu, le sauveur et l'aidant. Tu sais, la personne qui va sauver va se dire, mais moi, j'aide les gens, là, arrête, j'en aide plein, là, etc. J'ai cœur sur la main, oui, t'as une bonne intention, mais attends, tu le fais aussi. Quand t'es sauveur, je dis pas aidant, tu le fais aussi parce que t'es impuissant puis que tu veux plus ressentir ça.
Donc, il y a une part, je te dis, oui, je veux l'aider, mais il y a une part que tu fais, moi, je veux m'aider aussi parce que je suis tellement pas bien avec mon impuissance que vite, il faut qu'elle trouve des solutions ou qu'il trouve des solutions. Comme ça, moi, je vais me sentir mieux. Ça, c'est le sauveur. Ben oui, clairement. Exactement. L'aidant, ça part vraiment d'une place de j'ai confiance, en fait, en l'autre, qu'elle va trouver ses ressources. Il va trouver ses ressources. Tu sais, le sauveur victimise l'autre en disant, regarde, hein, voici comment t'en sortir, je vais t'aider, tu vas voir, tu vas trouver des solutions. Mais c'est grâce à toi, en fait. Donc, ça crée une dépendance aussi à toi, etc. Donc, il y a le sauveur, il peut créer plein de choses dans la relation. Ouais, puis je pense que tu l'as dit tantôt, mais quand tu laisses la personne aller par elle-même, la solution vient plus vite puis est bien mieux puis tu sauves tous les conflits que tu as à dire t'arrêtes de faire ici ou Absolument, puis la solution parfois c'est juste de l'écoute. C'est-à-dire là tu sais, il y a plusieurs phases, il y a des personnes avant d'être en mode solution, en mode action, t'as besoin de le nommer, de le sortir, de faire de la place. T'es pas encore rendu. C'est comme si on accélérait le processus. La personne est juste rendue à la phase de voici ce que je vis. Je suis pas bien avec ça. Puis je le nomme. Puis après, là, dans peut-être 2 jours, 1 jour, 2 semaines, je vais penser à mes actions puis je vais être rendu là dans mon processus. Ouais. Je trouve ça intéressant. J'avais fait un podcast avec Sœur Angèle. Je sais pas si tu la connais. C'est une sœur qui est quand même très connue. Puis elle avait dit ça. Puis ça m'avait frappé. Elle a dit, il y avait quelqu'un qui avait appelé, là. Puis là, elle a dit, il y avait juste besoin de parler. Fait qu'elle a dit, moi, j'écoutais. À un moment donné, je me suis endormi 10-15 minutes. Puis là, il a continué à parler. Je me suis réveillé, continué à parler. Puis il dit... Au fond de moi, je vais juste aider la personne. Puis c'est pas que je m'intéresse pas à ce qu'il dit. C'est juste ça qu'il avait besoin de parler, tu sais. Exactement, parce que en soi, on est très peu écouté. Si tu regardes bien, on a envie de parler, puis soit la personne te coupe, soit elle va chercher des arguments, comme je disais tout à l'heure, soit elle va te donner des solutions, soit elle va ramener à elle qu'est-ce qu'elle vit, etc. Donc, il y a très peu d'espace d'écoute. Puis quand j'ai commencé mes études de thérapeute, c'est la première chose que j'ai dû apprendre. Avant même d'aider les gens, là, concrètement avec des outils, là, c'était tu vas apprendre à écouter. Tu vas apprendre à écouter. Tu vas passer 30 minutes, 45 minutes à écouter un de tes collègues sans parler. Et là, je me suis rendu compte que j'étais sauveur. Là, j'étais comme, j'ai tellement envie de lui dire ça. Ah, je pourrais lui dire ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Puis là, je me suis dit, oh ouais, ok, je suis en train vraiment de vouloir sauver cette personne-là. Puis après, j'ai appris. Puis aujourd'hui, c'est vraiment facile pour moi parce que c'est comme un sport, là, tu sais. Maintenant, je m'entraîne tout le temps à faire de l'écoute active dans mes coachings. Mais c'est dur dans ma relation aussi, des fois, tu comprends? Parce que je suis activée plus dans mon sport. Oui, ça, c'est clair. Mais heureusement, j'arrive à me ramener, genre, attends, là, je me remets en mode écoute. Ouais. Puis, ça, d'ailleurs, prendre du temps pour soi en relation. Oui. Comment tu vois ça, tu sais, le temps que chacun devrait prendre, mais tu sais, comment faire ça en couple? Ben, en fait, tu vois, moi, comment je vois la relation, je vois comme 3 sphères. Donc, je vois la sphère du couple, je vois la sphère individuelle du partenaire 1 et la sphère individuelle du partenaire 2. Et des fois même, je pourrais rajouter la sphère de la famille. Il y a quand même 4 sphères. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on a tendance à avoir la sphère du couple et on met tout dans le couple, notre individuel et tout ça. Donc, c'est comme toutes les sphères sont fusionnées. Puis là, ça fait qu'on a moins de temps pour soi seul, etc. Et souvent, ça va créer des tensions à long terme. À court terme, non, parce qu'en début de relation, on est centré sur l'autre. Mais plus tu avances dans le temps, moins tu es centré sur l'autre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les 3. Comme tu disais, d'avoir du temps pour discuter avec ta conjointe, d'avoir des projets, d'avoir des voyages, d'avoir des moments de qualité. Mais aussi, toi, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'homme, d'avoir ta carrière, d'avoir des passions à toi. Puis ça va faire que t'es heureux. Puis plus t'es heureux, plus t'as envie d'avoir du temps aussi dans ta relation. Puis plus t'es bien dans ta relation, etc. Et c'est pareil, le couple, c'est pas la famille. Des fois, les deux fusionnent encore plus, tu sais. Famille et couple, ben oui, on a du temps ensemble, mais il y a les enfants. Oh, mais c'est pas le couple, c'est la famille. Donc, puis même, j'imagine, carrière. C'est pas un moment, vu que t'es, on va dire, 8 heures d'une journée seule, c'est quand même pas du moment... En fait, c'est ça, t'as raison, j'adore ce que t'amènes. Parce que des fois, on pourrait se dire, ben là, t'es seule toute la journée. Ouais, c'est ça. On pourrait être ensemble maintenant. Oui, mais c'est parce que c'est pas pareil d'avoir des passions, d'avoir quelque chose qui est vraiment à toi, un projet à toi
que tu concrétises. Donc, c'est d'aller chercher l'équilibre de cette manière-là. Et effectivement, selon où tu es rendu dans ta vie, ben ça se peut qu'à un moment donné, ta famille, elle prenne plus de temps que ton couple. Ça se peut que ça tire plus d'un côté de l'autre. Mais il faut pas que ça soit trop gros, là, tu sais, pendant trop longtemps, qu'il y ait 0 temps pour toi. Tu sais, on est capable, dans une semaine, de prendre du temps pour s'entraîner, écrire, faire quelque chose qu'on aime, là. Ouais, parce qu'on dirait que plus on étire ce temps-là, en tout cas, c'est ce que je vois, là. Oui. Plus tu gardes ces moments-là juste ensemble, tout le temps, longtemps, plus c'est dur à l'enlever après ça. À dire, là, je prends un temps juste pour moi. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression, c'est qu'on dirait que c'est tellement naturel, entre guillemets, d'être ensemble, que là, de couper ça, mettons, il se fait 10 ans, on dirait que tu dis à l'autre, là, j'ai besoin de me détacher, entre guillemets, mais c'est clairement pas ça. Non. Mais... Hein, je parlais tout à l'heure d'interprétation. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Souvent, ce qui va arriver, c'est que si on a été beaucoup ensemble, ou qu'on a vraiment tout mis d'énergie dans le couple ou la famille, on va sentir de la culpabilité. De je vais passer du temps à moi, mais est-ce que mon conjoint, ma conjointe va mal le prendre, ou est-ce que elle va penser des choses, ou est-ce que c'est correct de faire ça? Oui, c'est correct de faire ça. On devrait tous le faire. Donc, l'idée, c'est de se détacher d'en parler, en fait, encore une fois, d'exprimer, regarde, j'aimerais ça avoir du temps pour moi, parce que si tu as du temps pour toi et que tu réponds à tes besoins, des fois aussi, on peut se dire qu'on est égoïste. De se dire, ouais, mais si je prends du temps pour moi, ça veut dire que je suis égoïste. J'ai même vu des fois dans des relations, la personne me disait, mais j'aimerais tellement ça que mon conjoint prenne du temps pour lui. Je dis, OK, pour quelle raison? Parce que comme ça, moi, je pourrais prendre du temps pour moi. J'aurais le droit. OK, alors attends, c'est ça, genre, j'aurais le droit. Non, c'est d'en parler, c'est de nommer, moi, j'ai besoin. Et c'est pas contre toi, ça veut rien dire sur mon amour envers toi, ça veut juste dire que je suis un être humain, puis comme tous les êtres humains, on l'a tous, tous. Mais clairement, ça doit faire déséquilibre s'il y en a un qui prend du temps pour lui, puis pas l'autre. Des fois, c'est parce que s'il y en a un qui est pris encore dans la culpabilité ou qui est pas connecté à ses besoins individuels et qui voit l'autre faire des choses, être heureux, parce que ça rend heureux, tu sais. Oui. Là, soit ça va amener de la frustration, l'autre se permet de faire ça. Oui, mais c'est à toi aussi, c'est ton devoir à toi aussi de travailler sur ta culpabilité et de te permettre, de t'autoriser, de te donner le droit à toi de prendre soin de toi. Si tu le fais pas, tu peux pas en vouloir à l'autre, tu sais. Des fois, c'est ça qui arrive. Mais est-ce que tu sens la personne qui va être coupable de ça, de pas prendre du temps pour elle? Elle a sûrement moi j'appelle ça des excuses. Tu sais, elle a ses raisons, mettons, c'est mieux dit. Souvent, c'est j'ai pas le temps. Comment veux-tu que je trouve le temps de prendre du temps pour moi? Tu sais, il y a les enfants. J'ai mes tâches, j'ai mes j'ai mes tâches, j'ai le travail, je rentre chez moi, je te rends compte, faut que je fasse le souper, Puis encore une fois, c'est de peut-être mettre sur papier ton temps, il va où? Est-ce qu'il y a du temps que tu peux aller chercher? Parce que des fois, on se rend pas compte, on perd du temps dans des tâches, tu sais, automatiques, qu'on voit pas. Donc, des fois, c'est de cette manière-là, ou de travailler en équipe avec ton conjoint, par exemple, ou ta conjointe, en disant, OK, j'arrive pas à trouver du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait s'arranger ensemble? Peut-être que tu vas aller chercher les enfants à l'école, puis moi, je vais prendre du temps. Tu sais, tout se dit, je pense, vraiment. De gérer, mais c'est bon ce que tu dis, parce que dès que tu ne le mets pas à l'horaire. Tu vois, pour moi, personnellement, là, si c'est pas écrit que je prends du temps, ça finit, même si mon intention est bonne, puis je le fais beaucoup, mais si je l'écris pas, ça finit que finalement, on est ensemble, ou quelqu'un est arrivé à la maison, je sais pas quoi. Et des imprévus, puis tout ça. Puis c'est vrai, j'aime ce que tu dis sur planifier ce temps-là. Planifier ce temps et comme un rendez-vous avec quelqu'un que tu annulerais pas, en fait, que tu sais que cette personne-là, tu l'annuleras pas, c'est pareil, c'est toi, en fait, de pas annuler, de pas trouver des ça c'est mon temps individuel, là, tu sais, finalement, je vais amener les enfants chez le dentiste. Non, c'est ton temps à toi, là. Tu peux pas te plaindre après de dire, là, j'ai jamais de temps. Si dès que t'as du temps pour toi, tu mets autre chose à la place ou que ça passe en second, ça parle beaucoup de toi, ça. Oui, puis il va toujours avoir quelque chose à mettre dans cette cause-là. Oui, on est hyper bon pour remplir le temps. Ouais, ça, c'est clair. Clairement. On est très bon pour ça. Puis, dans l'aspect plus, justement, de l'écoute, comment tu vas te sentir écouté avec l'autre personne?
Comment toi, tu te sens écouté. Tu sais, parce que là, il y a des relations, je vais les mettre juste de côté, mettons toxiques ou qui sont... ça, c'est un autre type de relation. Mais mettons une relation assez stable. Si toi, tu te sens pas écouté, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir écouté? Alors, premièrement, c'est de le nommer, de le dire, en fait, des fois, c'est même de nommer l'intention avant de parler à la personne. Tu sais, de lui expliquer, bon, j'aimerais te parler, puis j'aimerais ton écoute. Après, tu pourras me donner ton feedback, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais d'abord, j'aimerais parler. J'aimerais aller au bout de ce que j'ai envie de te dire, tu sais. Donc, la personne est au courant. Tu vois, la personne, elle le sait. Si c'est une personne qui a du mal à tenir l'écoute active puis qui coupe la parole, quoi que ce soit, souvent, ce que je propose, c'est un objet de la parole, tu sais, un bâton de la parole, un stylo de la parole, quelque chose qui fait que c'est visuel, on le tient, là, tu sais, puis c'est comme, hey, j'ai mon stylo, là. Puis là, ça va faire que l'autre va apprendre à s'accueillir, à s'écouter puis à écouter l'autre. Ouais, c'est cool. Ça, j'ai un de nos employés qui avait fait ça avec sa famille au souper. Oui. Là. Il avait dit, il avait acheté un sablier. Là. Ouais. Puis c'était comme, je vois, 5 ou 7 minutes. Puis il dit, bon, t'as 5 minutes, parle. On t'écoute, puis tu dis rien, mais on dira rien. C'est parfait, c'est ça. C'est génial. C'est très quelque chose qui t'incite à écouter l'autre. Parce que, comme je dis, c'est pas forcément naturel et ça s'apprend. Donc, toi, c'est t'occuper de ton besoin en le nommant très clairement à l'autre et pas être dans l'attente qui devine que tu as besoin d'être écouté. Si c'est un homme ou une femme de solution, ce sera pas son premier réflexe naturel. Donc, c'est de le nommer très clairement. Puis moi, ça m'arrive, tu sais, mon mari, c'est un homme de solution, vraiment beaucoup. Et c'est plus fort que lui. Il le sait, on a déjà eu plein de fois ces conversations-là. C'est comme plus fort que lui. Il arrive, je commence à parler de quelque chose que je vis. Il va m'amener des solutions. Et là, je lui dis, j'ai besoin d'écoute. J'ai besoin que tu m'écoutes. C'est plus important pour moi en ce moment que tu m'écoutes. Et là, il se voit, puis il dit, Il dit, oui, c'est vrai, il faut que j'écoute. Et après, ça se place. Et après, je lui demande ses conseils. Et là, je suis disposée à l'écouter. Ouais. C'est ça, je pense que ça, c'est super sain. Tu sais, son désir... fondamentalement va rester là puis il tient aussi. En fait, c'est ça. Après ça, c'est juste de s'aider à dire hey. Exact. Puis c'est comme toujours, ça a des bons avantages aussi. Moi, j'adore que ce soit un homme de solution. J'adore. Oui, quand t'as un problème, c'est le fun. Il va m'en trouver plein des solutions. Mais des fois, mon besoin numéro 1, c'est pas la solution. Ouais, c'est ça. Par contre, quand je suis rendue à cette étape-là, je vais le voir puis je lui dis, hey, tu sais, c'est quoi toi? Qu'est-ce que t'en penses? Là, je veux ton avis, je veux ton opinion, je veux savoir comment toi tu vois la situation, parce qu'en plus on est très différents, donc il voit des choses que je vois pas. Donc ça c'est merveilleux, mais vraiment c'est de le nommer clairement. Si t'as besoin, si tu te sens pas écouté dans ta relation, que t'as besoin de plus d'écoute, dis-le en fait. Parce que c'est fou que ce que tu dis, c'est la différence est minime entre la relation est puissante, elle m'amène des solutions. Puis l'autre que, hey, il est gossant, il fait juste me parler sans arrêt de solutions. Il est gossant, ça peut aller vite. Puis tu vois la différence aussi entre, quand je dis à mon conjoint, j'ai besoin d'écoute, j'aimerais ça que tu m'écoutes, versus, hey, tu m'écoutes pas. Ouais. Tu vois la différence? C'est pas le même, mais... Tu sais, c'est subtil, c'est de l'art, la communication, c'est de l'art. Mais quand tu dis à une personne, hey, j'aurais vraiment besoin que tu m'écoutes, c'est important pour moi que tu m'écoutes à ce moment-là. Oh, c'est important pour elle, tu sais. OK, je vais le faire. Versus, ben c'est ça. Tu m'écoutes pas, tu m'écoutes jamais. Ben je sais, je vois bien que tu m'écoutes pas, là, t'es en train de me donner... C'est pas pareil. Puis là, je mets avec un ton un peu agressif, mais tu pourrais le dire avec le plus grand des sourires, avec le plus grand des calmes. Si tu dis ça comme ça reste que la personne elle va mal le prendre. Puis toi, là, est-ce que tu dois encore sentir ça? Des fois que tu dis une affaire de même, bon, tu m'écoutes pas ou ça arrive jamais? Ah oui, ben oui, ça m'arrive. Puis tu fais quoi quand tu réagis? Je me rattrape par contre très vite. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis défensive, parce que ça m'arrive, je suis pas parfaite, loin de là, quand je suis défensive, je me vois très vite. Donc, c'est-à-dire que rapidement, je suis capable de lui dire, regarde, c'était défensif ce que je t'ai dit, je m'excuse pour ça, tu sais. J'aurais pas dû te parler comme ça. Puis finalement, ça fait que ça lui fait du bien, tu comprends? Il est vu dans, c'est vrai, puis c'est vrai, c'est réel, tu sais. C'est vrai que je l'ai été. Puis ça m'amène dans une question qui est en lien avec ça. Oui, vas-y, dis-moi. Dans un couple, tu peux avoir deux personnes, une qui fait plus de croissance personnelle ou de peu importe de ressourcement ou qui se développe humainement parlant, puis l'autre pas nécessairement. Oui. Comment tu vois, c'est parce que ça peut créer un écart, puis en soi, je trouve ça drôle de dire que ça peut créer un écart.
Ben, c'est vrai, et je l'ai vraiment beaucoup observé, ça aussi, dans mes... parce que généralement, moi, j'ai la personne qui fait du développement personnel. Ouais. Hein, Si elle va vers toi, théoriquement, qui se développe, puis qui aime ça, puis qui apprend à se connaître, puis si ça fait longtemps qu'elle est en relation avec une personne, ben, ça va créer un fossé entre les deux. Si l'autre, par exemple, n'a aucun intérêt là-dessus, puis c'est correct en soi, on a le droit de pas s'intéresser à ça. Deux choses. Deux choses. C'est comme, voilà, c'est un point interne. Et finalement, ce que je vais dire, c'est d'arrêter d'avoir des attentes. Souvent, c'est parce que celui qui fait du développement personnel se crée comme un peu des attentes en se disant « Ah oui, c'est important le développement personnel, il faut que l'autre il se connaisse aussi. » Donc là, il pose des attentes sur l'autre ou il a envie que l'autre, il se développe. T'sais. Allez, développe-toi. Mais ça te regarde pas en soi. Si lui, il est bien là où il est, ou même s'il est mal là où il est, tu pourras pas le forcer à faire du développement personnel. Des fois, j'entends aussi « Ouais, mais j'ai peur que ça me freine. » Ou tu sais qu'à un moment donné, moi, je m'empêche d'aller à mon plein potentiel et tout ça. Puis souvent, je leur ramène la responsabilité en disant « La seule personne qui peut t'empêcher là, d'aller à ton plein potentiel, c'est toi. C'est pas l'autre. » Donc, si toi, t'acceptes que lui ou elle, parce qu'elle fait pas du développement personnel, elle va te freiner, ça t'appartient à toi. Et t'as beaucoup plus de chances que l'autre s'intéresse à se développer, à se connaître, si c'est juste par l'exemple. Mais c'est ça, mais théoriquement, c'est vrai que ça crée un fossé. Oui. Mais après ça, je pense que le problème que t'as dans cette relation-là, X, si ça fait un écart comme ça, tu changes de partenaire, tu vas retrouver le même problème, même si ça fait du développement personnel. Ben, en fait, c'est soit t'acceptes que l'autre se développe pas au même rythme que toi. Tu sais, vraiment, ça peut être des personnes que, ben, elles veulent progresser, mais elles font des petits pas, puis elles sont bien là-dedans, ou elles n'ont pas les mêmes ambitions que toi, ou la même chose. T'acceptes la différence de l'autre, puis qu'en étant toi-même, en t'épanouissant, ben, tu vas avoir une belle influence positive. Soit vraiment l'écart est devenu, genre, tellement immense que vous n'arrivez plus à trouver de points communs, puis que tu te rends compte que c'est la fin de la relation, c'est fini. Puis naturellement, après, en général, tu vas te mettre avec une personne qui va se développer plus, etc. Mais si tu choisis le même type de personne que celle avec qui t'étais, ben oui, l'écart va se Mais même créer, si tu choisis quelqu'un qui se développe plus, ça va faire la même chose. Un des deux se développe plus que l'autre. En fait, c'est ça, parce que sinon, tu peux pas être égal. Non, en fait, encore une fois, c'est pas... Et tu sais, des fois, c'est ça, les personnes vont avoir l'idée de « Ah oui, on serait ensemble, on serait un oui, c'est couple. » ça. Puis, tu sais, ça serait vraiment genre, on va se propulser, le besoin en dessous, c'est le soutien. Puis, ça se pourrait très bien que, à l'inverse, tu dis là, ton conjoint, ta conjointe, elle se développe pas, puis ça me gosse. Ben, qu'elle se développe trop, ça te gosse aussi. Mais là, moi, je me suis pas assez vite, ou, tu sais, là, ça me met de la l'autre fait mieux que moi. Puis finalement, c'est d'autres choses. Donc, c'est d'arrêter de vouloir avoir un idéal à ce niveau-là, plutôt de se dire, ben, moi, je fais mon chemin. Moi, c'est ça ma voie, puis l'autre, il a une autre voie. Est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que j'accepte sa différence? C'est ça, peu importe la voie. Parce qu'on s'entend que ce soit du développement personnel ou du tennis. Oui. L'autre qui est calant en tennis, fait des voyages de tennis, toi, ça t'intéresse pas pantoute. Ça revient un peu au même, en guillemets. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment d'accepter la différence de l'autre. D'accepter que l'autre a des points d'intérêt différents. Où est-ce qu'on se rejoint, en fait? Parce que plus tu vas être dans l'acceptation de l'autre, ben mieux tu vas te sentir dans ta relation, tu vas arrêter de mettre de la pression sur l'autre, l'autre va se sentir ok, c'est bon, je peux faire ce que je veux dans mon côté, tu sais, puis ça va amener une meilleure communication. Non, c'est sûr. Puis l'équilibre dans tout ça, comment tu vois ça? L'équilibre, à quel niveau tu dirais? Dans les relations, disons, de couple, d'amis personnels. Ah ouais, par rapport aux autres relations. Mais c'est pareil, c'est une question, je dirais, là, de valeur. Il y a des personnes qui ont la valeur des amis, qui est très forte, la valeur de la famille. Puis là, je parle de la valeur de la famille en dehors de notre cocon à nous, de la grande famille, mettons. Donc, s'il y a des personnes qui sont très proches de leur famille, c'est important à toutes les semaines. Il y en a d'autres, c'est important une fois par an. Tout ça. L'idée, c'est de répondre à ses besoins puis d'accepter encore une fois la différence de l'autre. C'est ça l'équilibre, en fait, pour moi. C'est que c'est correct que chacun aime sa famille différemment ou ait besoin de voir sa famille différemment en autant qu'on respecte l'autre dans le processus parce qu'on est deux maintenant. Puis comment tu gères ça, la personne, comme tu dis, qui veut le voir toutes les semaines. L'autre aime pas ça nécessairement, mais est
t'es-tu mieux d'y aller des fois pour faire plaisir? T'es mieux au contraire de t'écouter puis dire non, j'y vais jamais? Ouais, hein, on touche aux limites. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne, tu sais. Il y a des personnes qui vont dire, OK, moi, c'est important pour moi d'être avec ma conjointe ou d'être avec mes enfants, donc je vais y aller, mais je vais pas y aller tout le temps, tu sais. Je vais y aller peut-être une fois par an, tu sais, ça va être bon pour moi. Je vais me sentir bien là-dedans. Puis il y en a d'autres, c'est 0. Puis c'est 0, c'est tout, tu sais. Parce que si tu veux que la personne, elle vienne, puis qu'elle veut pas venir, qu'elle veut pas être là, ça va pas être mieux. Mm-hmm. Puis souvent, on peut faire ça de « je vais y aller pour te faire plaisir ». Mais comment tu vois ça pour te faire plaisir? Parce que ça peut être bon, ça peut être mauvais. En fait, c'est ça. Ça peut être bon en autant que c'est pas trop souvent. Parce que, en fait, des fois, faire plaisir à l'autre... dernièrement, il y avait une personne qui m'amenait ça, c'était super intéressant. Elle me disait, elle donnait toujours... Elle voulait faire plaisir toujours aux autres. C'était une personne vraiment people pleaser. Et un jour, elle m'a dit, ouais, mais moi... répondre à mes propres besoins, ou si la personne veut venir à mes activités à moi, mais qu'elle n'est pas heureuse de le faire, je me sens mal. Je me sens vraiment mal parce qu'elle veut pas être là. Puis des fois, je lui dis, oui, mais comment tu pourrais trouver comme cette personne-là, il trouve son compte aussi? Mm-hmm. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle va aimer faire dans le processus, dans ton activité, que tu pourrais lui proposer. Tiens, je lui avais dit, sur le chemin de la route, peut-être que vous pouvez vous arrêter à un endroit, une cabane à sucre, puis la personne va être super contente, puis ça va faire sa journée parce que elle sera allée à tel endroit. Donc, en gros, on avance encore une fois ensemble. On va faire ton activité, mais on va aller trouver quelque chose qui, moi aussi, va me faire plaisir, ce qui fait que je suis contente. Mm-hmm. Donc, c'est toujours de trouver comme... comment on peut rendre ça bien pour les deux sans qu'il y en ait un qui se force à 100%, puis que ça devient lourd. Puis là, si ça devient juste à y penser, t'as de l'angoisse, vas-y pas, quoi. Non. Même si c'est pour faire plaisir. Ça marchera pas. C'est peut-être un peu trop cher payé. Donc, c'est surtout d'écouter son senti. Est-ce que, finalement, je suis heureux parce que je suis avec ma conjointe, puis j'ai du plaisir. C'est pas mon moment préféré, mais j'ai plaisir d'être avec elle, tiens. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Tu sais, un moment donné, j'avais fait une pédicure pour la fête à ma blonde. Puis on était comme 4-5 à faire ça. Ouais. Puis je me suis posé la question, je vais-tu là? Puis là, je dis, oui, dans le fond, tu sais, si elle, je suis sûr, ça va lui faire plaisir. Puis moi, en soi, c'est pas que c'est désagréable. J'ai jamais vécu ça de un. Puis je pense pas que c'est quelque chose que je vais vouloir tant refaire, mais... dans le but de dire, gars, ça va être cool, on va le faire ensemble. Puis, exact. Puis c'est ça que ça l'a fait, tu sais. Exactement. Donc là, tu vas, je suis curieux, j'ai envie de voir. Donc là, tu vas avec une bonne intention. Tu sais, c'est pareil. Moi, mon conjoint, il est haltérophile puis il fait des compétitions. C'est sa passion numéro 1. On s'entend que c'est pas du tout la mienne. Pas du tout. Mais je vais le voir à ses compétitions dès que je peux le voir. Pourquoi? Parce que c'est pas diète, là. Moi, ça me plaît pas plus que ça, mais de le voir, de voir qu'il est fier, qu'il est heureux, j'ai du plaisir. C'est là que tu vas chercher le plaisir. Je vais chercher mon plaisir parce que je suis là, parce que je peux prendre des photos, parce que je vois qu'il est fier, qu'il est heureux. Je vais chercher mon plaisir parce qu'en tant que tel, j'irai pas. Et il le sait que j'irai pas. Je sais que je le fais parce que vraiment, je l'aime puis que j'ai envie. C'est ça, mais c'est ça, c'est l'intention. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai envie de participer à sa réussite, à le voir accompli, ça me rend heureuse. Puis lui, à l'inverse, si je fais une conférence, tu sais, le développement personnel, des fois, ça tape sur les nerfs, j'en parle tout le temps. Il va venir quand même parce qu'il est heureux pour moi, tu sais. Donc, l'idée, c'est de trouver en soi la bonne balance. De pas se forcer, comme je disais, si vraiment tu sens comme dans toi, t'as de l'angoisse, puis à y penser, tu dors plus 3 semaines d'avance. Bon, ça vaut pas la peine. C'est une limite, là. Ça vaut pas la peine. Tu vas pas être le plus agréable avec ton conjoint, ta conjointe. Puis t'aurais-tu un mot, un dernier conseil que t'aimerais partager sur les relations? C'est une bonne question. C'est assez complexe ce qu'on s'est dit. J'ai beaucoup aimé ce moment-là avec toi. On s'est parlé de plein d'affaires. Puis l'idée, c'est vraiment de garder en tête que on peut se créer vraiment la relation de nos rêves si on y met de la bienveillance, de la communication, si on ose montrer la vulnérabilité. J'en parle beaucoup de la vulnérabilité aussi dans mes podcasts, c'est d'oser nommer les choses qui nous rendent inconfortables pour le bien-être de la relation. Donc, l'idée, c'est de garder en tête qu'une relation, si on veut qu'elle perdure dans le temps,
ça demande de l'amour. C'est comme un jardin, là. Ouais. Ton jardin, tu vas l'arroser tes petites plantes, tu vas faire attention au soleil, tu vas désherber. Désherber, c'est non dit qu'on enlève. Tu vas désherber. Ben, c'est pareil, une relation. Donc, l'idée, c'est que c'est pas magique. Il y a pas de recette magique ou miracle de, on est amoureux, donc ça va survivre à tout. Non. Ce qui va permettre de vraiment maintenir la relation dans le temps, c'est d'y travailler, de donner de l'amour, d'être capable aussi de déposer son ego, puis de dire, OK, là, bon, là, sur ce coup-là, j'ai tort, ou tu sais, ça marche pas. Là. Puis j'ai un flash pendant que tu disais ça, si je peux me permettre. Mais oui. Tu dirais que c'est quoi la limite, sa propre limite, entre je continue avec mon couple à cheminer et je dois arrêter. Entre l'acharnement et donner... c'est vrai, hein, ça, c'est toujours une grande question. Est-ce que je m'acharne là à donner trop de chance, à vouloir que ça fonctionne, à vouloir communiquer? Je dirais, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que si j'écoute mon intuition, là, si je réveille dans mon feeling, dans mon senti, est-ce que j'ai mis assez d'énergie? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour que ça fonctionne, puis ça fonctionne toujours pas? C'est de vraiment retourner à l'être, à s'écouter. Est-ce que je suis pas en train de vouloir absolument que ça marche parce que j'ai peur d'être seule, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur pour les enfants. Mais ça, c'est pas des bonnes raisons. Ça, c'est pas des bonnes raisons du tout. Tandis que si c'est, je pense que on peut travailler quelque chose, on a encore l'opportunité de grandir, puis je vais le dire, des fois, c'est la thérapie. Là. Des fois, on va en thérapie, puis il y a quelqu'un de neutre. Les gens hésitent beaucoup, pourtant. Ouais, puis c'est bon, moi, j'en fais de la thérapie avec ma blonde. Puis, et les gens, des fois, attendent. Non, mais c'est que des fois, les gens attendent que ça soit catastrophique pour aller en thérapie, parce que c'est pour ça qu'il faut aller en thérapie. Non, vas-y, avant que ça va être beaucoup mieux. Vas-y, quand tu vois que, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose. On n'arrive pas à se mettre d'accord, donc on va en parler à quelqu'un. Ouais, puis juste le fait d'avoir quelqu'un comme toi, qui est intermédiaire, ça change. C'est complètement différent. La discussion que tu peux avoir, même si ça va bien à la maison, il y a quand même des défis que tu as. Puis d'avoir quelqu'un qui est là, tu ne parles pas pareil, la personne pose des questions, j'ai pas vu ça de même. C'est neutre, etc. Il y a quelqu'un comme pour temporiser. Puis moi, j'en ai fait avec mon mari, pourtant une super belle relation. Il y avait un point où je lui ai dit, j'y arrive pas. J'ai beau être coach, j'ai beau être j'y arrive pas, j'ai besoin de quelqu'un de neutre pour m'aider. Et ça donne tellement d'importance à la relation, tu sais, parce que j'aurais pu dire, c'est correct, on a juste ce petit truc. Grave, mais ça, là, ça peut grossir avec le temps. Puis j'aime tellement mon mari, je me suis dit, je veux pas prendre la chance, tu sais, de se retrouver dans une situation où finalement on n'arrive plus à avancer ensemble parce que j'ai trop appuyé sur une blessure ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, on a fait 5 séances. Ça a tout changé. Donc, c'est fou, c'est pas obligé de c'est pas beaucoup, 3 là. ans de thérapie. C'est pas obligé d'être ça, là. Ça peut être 10 séances maximum, puis ça te règle de gros problèmes. Mais tu sais, même moi, je fais ça, c'est par batch, là. Fait que des fois, on dit, on est dû, là, on devrait se prendre 3-4 séances, puis on verra comment ça va. Mais c'est parfait, ça. C'est super bon. Ce que tu fais, c'est un peu comme l'effet cumulé. C'est-à-dire que de prendre ce temps-là, regarde, j'ai l'impression qu'on se déconnecte, là, ou j'ai l'impression, parce que c'est du temps pour le couple, la thérapie aussi, tu sais. Ben oui. Donc, c'est du temps où on s'écoute, on s'accueille, on nomme des choses qu'on prendrait pas le temps de le faire en dehors de la thérapie. Donc, c'est du temps pour le couple. Et ça, c'est comme un entretien. On y va, on voit qu'on est déconnecté, on se comprend plus, on se chicane plus, on va aller parler à quelqu'un. Ouais, c'est ça. On reste sur les rails. Yes! Voilà. Juste avant, Anaïs, qu'on parle de ton podcast, puis de où est-ce qu'on peut te rejoindre, je t'offre ce beau cadeau de lettres bienveillantes. C'est quoi? C'est beau! Dans le fond, on a 5 lettres. Puis dans les 5 lettres, il y a un texte dans chacune d'elles qui dit qu'il y a un inconnu qui a offert ce beau cadeau-là à un autre inconnu. Puis un cadeau, c'est aussi le présent. Donc, de prendre ce moment présent-là pour remercier, être en gratitude qu'il y a un autre individu qui a pensé à nous. C'est dans la bienveillance, c'est toujours ça le but. Fait qu'on a 5 belles citations bienveillantes qui sont là, que tu mets dans tes enveloppes. Puis moi, je distribue ça un peu n'importe où. Ça peut être dans un parc, dans une épicerie, à bibliothèque,
tech. Je laisse ça à des places, fait qu'il y a quelqu'un qui trouve Ouais, ça. j'ai vu. OK, c'est non, mais c'est Ouais. magnifique. Fait qu'on C'est est rendu vraiment à 1750 à peu près lettres de distribuer. Fait qu'il y a 1750 personnes qui ont un impact positif dans leur vie de bienveillance. Fait que l'idée, c'est de faire un petit J'adore. geste qui est Super. presque rien, mais qui fait une énorme différence dans la vie des J'adore, gens. mais c'est sûr. Que C'est ce tu que je veux distribueras ça dans ton coin. faire. Ouais, c'est ça que je vais le faire. C'est magnifique. Puis J'adore tous les ton idée. profits, parce qu'on l'envers sur notre site internet, tous les profits sont remis à Opération Enfant Soleil. Bon, mais je trouve ça Ouais. magnifique. Sincèrement, j'adore ça. Yes. C'est Puis- ça que je vais donner. Cool. Puis toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre, cher? Oui, alors moi, ça va être sur Instagram, Anaïs Sersoub, S-E-R-S-O-U-B. Je Ouais. le dis, mais c'est dur à écrire. Et aussi, j'ai un podcast qui est Mindfit Coaching. Et j'ai 64 aujourd'hui, j'ai sorti mon 64e Yes! épisode. Et donc, Qui est ça très parle- cool d'ailleurs, super podcast. Ah, ben merci. Puis d'ailleurs, je parle de relations, d'outils de communication, de comprendre ce système relationnel. Donc, Ouais. c'est vraiment les deux façons de pouvoir me rejoindre. Nice. Puis tu veux-tu parler un peu de ton groupe? Oui, aussi, à force d'avoir fait mon podcast, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de connecter avec les gens et que des fois, quand tu as un podcast, tu peux pas avoir accès aux gens. Donc, j'ai créé un groupe Facebook, la communauté Mindfit, donc MINDFIT, la communauté Mindfit. Puis c'est pareil, je fais des lives, je reçois des personnes dans mon groupe, je donne des conseils de communication dans les relations. Puis là, on a Ouais. beaucoup parlé du couple, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, ça peut être dans n'importe quelle relation. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que, tu sais, j'en ai pas parlé au début, mais une de mes phrases préférées, c'est que la qualité de nos relations fait la qualité de notre vie. Hein? Il suffit d'une relation qui fonctionne pas dans notre entourage et ça nous prend de l'énergie, ça peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nos rêves, etc. Ça peut avoir une influence vraiment profonde chez nous. Et c'est pour ça que je me suis passionnée par les relations. Ouais. Donc, voilà, le Cool. groupe, le podcast et mon Instagram. C'est Yes, les on va trois tout mettre ça en meilleurs. description. Super, fait que merci si beaucoup. vous écoutez, vous voulez aller voir Anaïs, je vous Ouais. encourage fortement d'aller voir ça. C'est super intéressant. Ben, Puis t'es merci, super hot. merci fait que, pour cet espace. C'était très agréable, Francis. Cool, merci. Fait que n'hésitez pas, écrivez-nous ça en commentaire. C'est quoi qui a résonné pour vous autres? La Je veux chose. savoir. Ouais, c'est ça, on veut savoir. Les choses. Les choses ou la chose. Exactement. Fait que voilà, ben un gros merci. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi. Bye bye.